Je ne sais pas si c'est bien la peine que je vous présente François Dumont. Nous voilà donc réunis pour parler d'un compositeur, Frédéric Chopin. Depuis quelques années, on a voulu, avec François, initier une sorte de concert, série de concerts qui revient un peu sur les grands maîtres du piano. On avait commencé avec Beethoven. On va prendre évidemment tous les compositeurs qui ont marqué l'histoire du piano dans son écriture, dans les œuvres qu'ils ont composées pour cet instrument. Et bien sûr que Chopin est tout indiqué. Parce que Chopin, peut-être à l'inverse de beaucoup d'autres compositeurs, n'a composé presque exclusivement que pour le piano. Mis à part donc 2 concertos pour piano et orchestre, quelques mélodies et un petit peu de musique de chambre, toute son œuvre a été composée pour le seul piano. Le piano a été le confident de sa vie, l'instrument qui l'a suivi tout au long de sa vie. Et évidemment, il a apporté beaucoup de choses à cet instrument, on va le voir. D'abord, comme toujours, les compositeurs participent en fait à l'élaboration même de l'instrument, de la fabrication, puisque quand vous fabriquez un instrument, que ce soit piano ou n'importe quel autre instrument, vous êtes vite confronté à des problèmes qui sont des problèmes d'ordre technique. Des choses qui marchent moins bien, qui ne donnent pas forcément de très bons résultats. Alors, on a aussi voulu aller plus loin dans ce sens-là et essayer de vous amener au plus près de Chopin avec un instrument qui n'est pas un instrument habituel. C'est un instrument ancien. C'est un instrument qui a été fabriqué par la maison Erard, qui était une très grande maison de piano française, en 1884. Alors, on n'est pas avec un piano de Chopin, hein. Chopin étant mort en 1849, donc il n'a pas connu l'instrument comme ça. Mais on se rapproche un peu de la conception sonore des pianos de l'époque. Qu'est-ce qui change? Alors, la conception générale, d'abord, si à la sortie du concert, vous pourrez essayer de jeter un coup d'œil, je vous demande juste une chose, quand vous approchez du piano, vous faites très attention de ne pas faire tomber ça. D'abord parce que vous pourriez vous blesser très sérieusement, et ensuite vous risquerez de casser le couvercle. Juste pour voir l'intérieur des cordes. Aujourd'hui, les grands pianos sont fabriqués de ce qu'on appelle avec des cordes croisées. C'est-à-dire qu'on croise les cordes comme ça à l'intérieur pour gagner de la longueur de corde. Si vous gagnez de la longueur de corde, vous gagnez de la tension. Si vous avez plus de tension, il faut mettre plus de grosseur pour que ça résiste. Vous avez donc plus de puissance sonore. Il faut bien vous imaginer qu'aujourd'hui, on joue dans des salles de 3000 places, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Chopin. D'ailleurs, lui n'a même jamais joué dans des grandes salles, quasiment, il jouait que dans des salons. Et on n'avait pas besoin d'une telle puissance. Donc ça change toute la structure du piano. Vous vous doutez bien que si c'est plus tendu, il y a plus de force. S'il y a plus de force, il faut plus de résistance. On va donc changer également la nature même du soutien, de ce qu'on appelle le cadre, c'est-à-dire ce qui va supporter la tension. Bien sûr que ça va jouer sur le son. On va avoir quelque chose de beaucoup plus doux dans les instruments de cette époque-là, mais évidemment moins puissant que ce qu'on trouve dans les instruments d'aujourd'hui, qui eux sont calibrés pour être joués dans des salles extrêmement grandes. Alors, je voulais juste, avant de commencer à parler un peu plus de Chopin, vous lire un petit extrait à propos des pianos. Vous savez qu'il y a des grandes maisons de piano, notamment la maison Steinway, qui est née à la fin du 19e siècle et qui produit aujourd'hui des très grands pianos de concert qui ont beaucoup de puissance, qui ont peut-être aussi le défaut d'être tous pareils. Ce qui n'était pas le cas à l'époque où chaque instrument avait beaucoup plus sa typicité, sa personnalité. On aimait la maison Erard pour tel type de son, on aimait Pleyel, et on sait que Chopin jouait beaucoup plus Pleyel que Erard pour tel autre type de son. Et c'est vrai qu'on a eu tendance, mais ça c'est pour tout, à énormément uniformiser en fait le son. Il y a eu un grand pianiste qui a habité non loin d'ici, à Dinan, à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Henri Kowalski, qui a joué dans le monde entier et qui était
on peut dire un peu dans la filiation de Chopin par les profs qu'il avait eus. Et il a écrit quelques phrases assez délicieuses à propos de la différence entre les Steinway et les pianos Erard comme celui-ci. Il a dit, il y a plus de puissance dans un Steinway, plus de civilisation dans un Erard. Et il a même fait une comparaison qu'aujourd'hui, on pourrait trouver un peu douteuse, mais qui à l'époque était monnaie courante. S'agit-il de comparer les pianos de Steinway à ceux d'Erard, par exemple? On peut dire qu'il existe entre eux la même différence qu'entre une femme belle, massive, aux formes sculpturales, et une beauté à la physionomie fine, au corps souple et délicat, aux allures distinguées pour le Erard. Alors, oui, effectivement, on va retrouver quelque chose de plus doux. Ce qui va bien correspondre à Chopin, parce que Chopin n'a pas véritablement écrit de la musique rude. Chopin a écrit de la musique qui était plutôt intimiste. C'était un vrai romantique qui voulait nous faire part de ses états d'âme. Sauf qu'il y a différentes facettes de la personnalité de Chopin. Hier, si certains d'entre vous étaient au concert d'hier, on a eu un programme qui était essentiellement axé sur l'intériorité, l'intimité de Chopin, avec des œuvres assez introspectives, c'est le Chopin plutôt rêveur, c'est les nocturnes, c'est les ballades, c'est la berceuse. Aujourd'hui, on va s'attacher plutôt au Chopin romantique dans son côté plutôt démonstratif, dans cette exaltation qui existait chez les romantiques de cette époque-là. Et avec une certaine légèreté, c'est aussi de la musique de salon. Il a beaucoup joué dans les salons et extrêmement peu dans les salles de concert. D'ailleurs, Chopin n'aimait pas jouer en public, il était mal à l'aise, il avait beaucoup le trac, et il détestait ça, à la différence de Liszt qui, lui, aimait beaucoup montrer à tout le monde qu'il était un pianiste formidable. Donc aujourd'hui, on va avoir des œuvres qui seront plus sur la légèreté, plus sur la danse, plus et bien sûr sur la virtuosité, ce qui va nous permettre aussi de voir un petit peu ce que Chopin a amené dans la technique du piano, parce que bien sûr, les compositeurs, lorsqu'ils écrivent pour un instrument, ils font aussi progresser la technique, c'est-à-dire la façon de s'en servir, la façon de poser les doigts sur le piano pour arriver à faire certaines choses qu'on ne pouvait pas arriver à faire avant. On prend un petit exemple. À l'époque de Bach, et avant Bach, lorsqu'on jouait du piano, on n'utilisait pas les pouces. On posait le pouce contre le bois, et puis on jouait. Alors du coup, comment on faisait pour faire des changements de doigts? On croisait comme ça. C'était pas très pratique. C'était pas très pratique, mais c'était le jeu de l'époque. Et Bach est arrivé, il a commencé à écrire des œuvres très polyphoniques, notamment des fugues avec des mélodies qui étaient ce qu'on appelle à l'intérieur de l'harmonie. On a dû servir des pouces. Ça a fait considérablement avancer la technique. Vous vous doutez bien que quand on passe de 8 doigts à 10, on gagne des possibilités. Eh bien, chaque compositeur, Beethoven a amené des choses lui aussi très, très particulières dans la technique du piano. Et bien sûr, Chopin, on va le voir tout à l'heure. Alors, Chopin, c'est d'abord dans ses œuvres, on va dire un peu plus légère, un peu moins intérieure, c'est d'abord le nationalisme. Le nationalisme, c'est Chopin, c'est sa Pologne, sa regrettée Pologne qu'il a quittée, la Pologne qui a subi des insurrections, qui a eu toujours eu une situation politique un peu tendue. Donc il part de Pologne pour rejoindre Vienne, et de Vienne, il viendra à Paris, puis finalement, il s'installera à Paris. Et il a toujours gardé cette Pologne, et à travers des pièces qu'on appelle des mazurkas, eh bien, il va finalement nous raconter un peu sa Pologne. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans les mazurkas? Il reprend les rythmes de danse des mazurkas, caractéristiques. Oui, on a même 3 types de mazurkas pour les spécialistes. L'oberek, le kujawak et le mazurek. Qui sont des danses polonaises. Des danses polonaises de caractère très différents, certaines de caractère très dansant, folklorique national très marqué, et puis d'autres de caractère plus nostalgique, plus lent. Et c'est des danses qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le folklore polonais. Bien sûr. Alors, la question, c'est de savoir si c'est Chopin qui a vraiment, certainement, il a puisé dans le folklore polonais, mais aussi, il a inventé un peu. Participé aussi à la création de ce folklore. Voilà. C'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que les compositeurs, finalement, ils vont puiser un peu dans les airs à la mode folklorique, mais ils en recréent un petit peu, eux, à leur manière. Ils comprennent vite comment c'est fabriqué, donc ils savent en refabriquer eux-mêmes,
Puis finalement, c'est un peu poreux tout ça. C'est-à-dire que des pièces traditionnelles se retrouvent dans le répertoire de musique dite savante, c'est-à-dire de musique écrite, et puis inversement, certaines pièces que Chopin a pu créer se retrouvent dans le milieu traditionnel. Celle que tu joues là, c'est quand même vraiment une danse caractéristique polonaise. Typique du rythme donc de ces mazurkas. Alors on retrouvera ça également dans d'autres œuvres que Chopin a écrites, qui sont les polonaises, où quand il écrit une polonaise, pareil, il reprend le rythme caractéristique de la polonaise. Alors là, on ressent bien ce rythme de polonaise. Donc Chopin, lui, c'est un peu sa façon de parler de son identité à travers ses œuvres, qui sont des œuvres courtes. Alors c'est là aussi ce qu'on va voir, c'est que par rapport aux œuvres plus introspectives qui sont plus développées, les nocturnes durent 5, 6 minutes, 7, certains un peu plus, les ballades durent au moins plus de 10 minutes. Ici, on a des œuvres parfois très très courtes, les mazurkas peuvent durer juste 1 minute et demie, parfois, et les valses, pareil. Alors, des valses, il écrit des valses. Alors, ce ne sont pas des valses faites pour danser. Chopin n'aimait pas beaucoup ça d'ailleurs. C'est pas des valses viennoises, mais on retrouve quand même forcément un côté dansant. Mais là encore, François vous a dit, il y a 3 types dans les mazurkas. Eh bien, dans les valses, c'est un petit peu pareil. On a des valses qui sont plutôt sentimentales. C'est le cas de... Oui, ceci. Sauf qu'on ressent déjà, ne serait-ce que par l'accompagnement, ce côté de la valse. Et ensuite, même dans une valse sentimentale comme celle-ci, il va bien quand même donner cette impression de tournant qu'il y a dans la valse. Alors, il y a même des valses qui vont vraiment s'éloigner de ça. C'est-à-dire qu'ils vont devenir vraiment plus intérieurs, où on aura moins ce côté tournant. C'est le cas de l'opus 70, par exemple. Alors ici, on a bien encore l'accompagnement, mais qui est quand même assez discret. Et puis surtout, à droite, quelque chose de... qui comme ça, qui est un peu entremêlé et qui nous donne moins cette impression de valse dansante, en fait. Toujours très chanté, voilà. Et puis, on a, à l'inverse de ça, des valses, alors là, très brillantes. C'est-à-dire qu'on va retrouver le côté dansant, mais alors on va en plus retrouver cette exaltation, ce côté très virtuose, parce que là, on va rentrer quand même dans la littérature d'un pianiste et d'un pianiste virtuose. Alors ici, on a affaire à quelque chose d'assez brillant, et puis par la suite, eh bien, on va avoir un développement de choses assez virtuoses. Alors, prenons un petit temps pour parler de la technique du piano. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce que vient de jouer François ? Il a répété des notes. Tu peux nous faire lentement ? Juste la répétition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait de répéter des notes au piano ? La fabrication même de l'instrument fait que quand vous appuyez sur la touche, ça actionne un marteau qui vient frapper la corde. On est d'accord ? Pour rejouer, il faut le temps que le marteau redescende, que la touche
remonte, on peut alors refrapper à nouveau. Quand vous avez besoin de répéter à cette vitesse-là, pas de problème. Mais quand vous avez besoin de répéter, le marteau n'a pas le temps de redescendre, de remonter, la touche n'a pas le temps de redescendre, de remonter. Monsieur Erard invente un système que l'on appelle le double échappement. C'est-à-dire que le marteau va échapper en fait, et au lieu de redescendre complètement, il y a un système qui fait qu'il va redescendre qu'à moitié pour tout de suite se repositionner près de la corde pour être prêt à de nouveau frapper la corde. De la même façon sur la touche elle-même, ce qui permet d'enchaîner rapidement. Sauf que si je demande à François de répéter cette note avec le même doigt, c'est pas très pratique parce que votre musculature et les tendons sont faits de telle façon que enfoncement, détente, enfoncement, détente, enfoncement, détente, à partir d'une certaine vitesse, votre tendon n'a pas le temps de se détendre pour redonner de l'énergie, pour réenfoncer de nouveau. Donc, il faut inventer là un moyen. Quel est ce moyen qu'on invente? Donc on change de doigt, il y a beaucoup de doigtés possibles pour les notes répétées. On peut en utiliser 2, pouce 2, en général 3, pouce de 3, 4. En faisant jouer chaque doigt l'un après l'autre, finalement, on s'affranchit de ce problème de tendon qui ne veut pas revenir à son endroit initial. Et on peut, comme ça, répéter. Ça, c'est quelque chose qui sera très développé après. Alors, ça avait été déjà soulevé par notamment Scarlatti. Dans voilà. la fameuse sonate. Voilà. Qui fait travailler ce problème. Et ça a toujours été un problème chez les pianistes, cette répétition de notes. Alors, Chopin, dans ce qu'il va écrire pour le piano, va justement s'attacher à un certain nombre de problématiques techniques liées à l'instrument. Il y en a beaucoup d'autres dans le piano. Il y a alors l'indépendance des mains. C'est-à-dire que vous allez jouer une chose à la main gauche et une chose à la main droite différente. Normalement, ça se passe assez bien jusqu'à ce qu'il y ait un problème mathématique. Vous faites 3 notes à la main gauche et en même temps, vous allez en faire 4 à la main droite. Essayez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous allez vite être perdu. C'est normal. Alors, lui, il fait travailler ça. Dans la fantaisie impromptue, on a 6 notes qui sont jouées à gauche et 8 qui sont jouées à droite en même temps. Alors, si on met ça ensemble lentement, ça va faire quelque chose de complètement bancal. Et si vous entendez ça, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourtant, c'est très exactement ça. Ici, c'est la vitesse, et on en reparlera tout à l'heure, c'est la vitesse qui va donner en fait du liant à tout ça. Dans la vitesse, ça fait... Mais on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 à droite. Alors, la difficulté, elle est laquelle pour un pianiste? De partager son cerveau en deux. C'est une question de coordination. C'est pas quelque chose d'a priori naturel, et c'est d'ailleurs une grande difficulté pour les jeunes pianistes à qui on donne souvent cette œuvre, pour cette raison-là, c'est d'arriver à savoir quand jouer, quel doigt joue après l'autre. C'est un vrai problème, en fait. Et pour arriver à maintenir la régularité de la main gauche, tout en ayant deux strates, l'une à 4 et l'une à 3. Et donc, quel est le conseil qu'on peut donner à tous les apprentis pianistes qui sont à la salle ou à tous les pianistes amateurs qui sont à la salle pour jouer ça? Alors, paradoxalement, c'est pas forcément de décomposer lentement. Oui, c'est même très très difficile de faire ça en fait. Parce qu'il faut avoir un cerveau très organisé. Le rapport 4/3 est voilà. Très naturel. Donc, le conseil, c'est de jouer une main puis l'autre, puis travailler des exercices peut-être
un peu plus simple. J'ai 3 pour 2, puis peut-être 3 pour 4. Vous entraînerez chez vous. Vous frappez 4 d'un côté et 3 de l'autre avec des mains différentes. C'est une des problématiques qu'on rencontre au piano, et Chopin, on va le voir plus tard, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et surtout, en fait, Chopin va apporter quelque chose de nouveau dans la façon d'utiliser ses mains sur le clavier, lié à l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte. Oui, alors c'est déjà manifeste dans la première étude, où tout d'un coup, cet arpège vraiment, cette empreinte beaucoup plus large de la main, qui est avec des mains de taille normale, lui d'ailleurs avait une main plutôt petite, on ne peut pas jouer cet accord-là. C'est assez difficile, on ne peut pas vraiment le plaquer. Par contre, on le joue souplement, et ça amène à vraiment une différence fondamentale dans la conception de Chopin de la technique, qui s'éloigne d'une certaine fixité, d'une main fixe. On travaillait souvent les 5 doigts, par exemple, sur cette empreinte-là. Que sur les touches blanches. Que sur les touches blanches. Voilà. Ce que faisaient tous les pianistes. La plupart des pianistes. Ils continuent de le faire d'ailleurs, de travailler les 5 doigts comme ça, avec la main bien arrondie, jusqu'à avoir une main bien solide, bien fixe. Voilà. Et ça, évidemment, c'est impossible d'aborder les œuvres de Chopin avec cette fixité-là. Donc déjà, lui, il ne part pas de ce principe-là. Voilà, Chopin a écrit une esquisse de méthode, et lui, il commençait d'une manière intéressante avec cette empreinte. C'est-à-dire que les doigts longs, deuxième, troisième, vont sur les touches noires. Vont sur les touches noires. Ce qui est plus naturel sur l'empreinte naturelle de la main. Quelque part, beaucoup plus. Voilà. Et surtout, on dit adieu à la fixité, la main est toujours en mouvement, ce qui permet de jouer un arpège comme celui-ci, sans se fatiguer, sans avoir C'est ça. Voilà, sans avoir d'extension fatigante pour la main. Donc beaucoup plus de possibilités maintenant sur ce clavier, qui seront évidemment beaucoup utilisés par les grands compositeurs pour piano qui suivront. On pense à Brahms, on pense à Rachmaninoff particulièrement. Alors ça, on le trouve chez Chopin dans ses études. Les études, c'est quoi? C'est un compositeur ou un musicien qui décide d'écrire une pièce pour faire travailler une caractéristique technique. De tout temps, il y a eu, les compositeurs ont étudié, ont écrit des œuvres pour la pédagogie, pour qu'on puisse s'entraîner. Depuis Bach, après d'autres compositeurs, Clementi pour les apprentis pianistes et tous ces gens-là. Sauf que Chopin lui aussi écrit des études pour travailler, mais avec le génie de Chopin, ce qui fait que ce qui peut être normalement, et même souvent, une pièce assez rébarbative, puisqu'il y a forcément beaucoup de répétitions. Quand vous faites travailler une caractéristique technique, vous allez la répéter. Donc, il va y avoir une lassitude. Eh bien, sauf que Chopin, avec son génie de compositeur, lui arrive à faire à chaque fois une œuvre qui est vraiment une œuvre d'art, même quand il y a une seule difficulté. Voilà, par exemple, si on prend la seconde étude de Chopin, se concentre sur le fait de faire des gammes chromatiques, donc jouer toutes les notes les unes après les autres, et simplement avec le 3e, 4e et 5e doigt. Ce qui est peu courant. Voilà, en général, on utilise le pouce. Et Chopin était spécialiste de jouer avec... Ce qui implique de renverser un peu la main, et voilà. Et donc, on a une magnifique étude simplement sur ce principe-là. Même chose des tierces, on a une magnifique étude seulement avec des tierces. Alors les tierces, c'est-à-dire on va jouer 2 notes en même temps dans un intervalle de tierces. Voilà, il fait quelque chose de très poétique. Alors, il y a des études qui vont consister à quelque chose de très particulier, par exemple, ne jouer que sur les touches noires. Quelle est la difficulté de jouer que sur les touches noires? Alors, je pense qu'il ne faut pas trop y penser. C'est vrai que la main droite On n'y pense pas. que sur les touches noires. Il y avait même certaines méthodes qui recommandaient pour étudier cette étude de cacher les touches blanches. Voilà, pour que la main trouve l'équilibre sur ces touches noires. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un peu vertigineux. Bien sûr. Qu'on va jouer seulement sur cette partie-là du piano. Oui, tout à fait. Voilà, mais après, bon, si on l'étudie assez et puis que ça devient une chose assez naturelle, mais c'est vrai que la main droite est uniquement sur les touches noires de cette étude. Alors, là, on arrive à une autre caractéristique de l'apport de Chopin dans l'écriture pianistique, c'est que dans cette étude, et on va voir ça existe dans d'autres œuvres,
en fait, il va avoir une façon d'écrire la musique qui fait que l'écriture ne prend tout son sens que dans une certaine vitesse, dans un certain tempo. Si je demande à François de jouer cette étude très lentement, on voit bien qu'on a affaire à une suite de notes qui, en apparence, n'a pas grand-chose de très intéressant, mais joué au tempo, vous allez avoir une impression complètement différente. C'est ce qu'on retrouve dans la 11e étude de l'opus 25. Oui, ou même déjà dans l'opus 25 numéro 1, où on entend le thème... Voilà. Donc en fait, tu nous joues juste la mélodie. C'est ce que vous entendez. C'est ce que votre cerveau isole. Et au milieu de tout ça, voilà. Et dans la 11e, alors là, on a un chant à la main gauche, quelque chose de très martial, hein, on pourrait penser à ces œuvres un peu nationales. Et puis ce que vous allez entendre en haut, tu peux jouer juste ce qu'on entend simplement, c'est-à-dire une descente chromatique, voilà. Vous allez entendre ça. Donc jouer normalement, ça fait... Sauf que là encore, si je lui demande de jouer très lentement ce qu'il joue à droite, vous allez perdre le fil. Alors vous allez me dire, pourquoi compliquer les choses? Pour deux raisons. La première, pour faire travailler notre pianiste qui a besoin de travailler. La deuxième, c'est aussi pour enrichir au niveau sonore. S'il faisait simplement... C'est joli, mais c'est très plat. On a besoin d'un rendu sonore qui va être plus riche que ça. Alors là, dans cette façon d'écrire de la musique, on est vraiment dans la littérature pianistique, c'est-à-dire que la virtuosité, la technique pianistique est au service de l'expression, est au service du sentiment donné. Ce qui pourrait être un bête exercice de technique devient quelque chose de très intéressant. Bien sûr, après, beaucoup de compositeurs vont utiliser ce procédé, Rachmaninoff notamment, qui utilise ce procédé souvent, où lorsque vous jouez très lentement quelque chose qu'il a écrit, vous dites c'est quoi? C'est à tel point qu'on ne peut même pas reconnaître entre quand c'est joué lentement et quand c'est joué vite. Est-ce que vous avez reconnu ça? Encore une petite fois, lentement? Et pourtant, il joue absolument toutes les notes. Et c'est le final du deuxième concerto de Rachmaninoff, effectivement. Au final, ce que vous entendez, c'est juste la mélodie. Seulement, en même temps, il y a... Voilà, il y a tout ça en même temps, qui vient enrichir justement le discours et faire que on a la différence entre un chef-d'œuvre et une œuvre de piano, on va dire, quelconque. C'est en ça que des compositeurs comme Chopin ont amené beaucoup pour le piano. Des études comme La Révolutionnaire, par exemple, que tu joues là, alors là, il y a deux choses bien distinctes. Travail de la main gauche. Oui, parce que la main gauche reste quand même un peu la main qu'il faut éduquer un peu plus. Voilà. C'est vrai que ce qu'on entend immédiatement, ce sont plutôt les sons aigus, donc c'est plutôt la main droite qui a le privilège du brillant, de la virtuosité. Et souvent, la main gauche fait l'accompagnement, donc des choses plus lentes et tout. Donc, elle est moins éduquée, donc il faut l'éduquer. Donc, pour ça, on écrit quelque chose de difficile. Voilà.
Voilà, et à partir de là, eh bien, il va demander au pianiste de continuer à faire des choses très véhémentes à la main gauche. Tu me fais juste la main gauche. Voilà, pendant toute l'étude, il aura la main gauche qui ne va jamais cesser de faire des notes rapides, pendant qu'au-dessus, on travaille les octaves, c'est ça, les accords. Voilà. Cette étude qui nous rappelle un peu ces œuvres nationalistes. Et donc, on a les deux ensemble, avec la main gauche d'abord et ensuite les octaves. Et pour obtenir beaucoup de force, on va demander aux deux mains de faire, alors ça c'est quelque chose qu'on travaille quand on est pianiste aussi, les deux mains ensemble, pour la synchronisation, pour que le son soit homogène. Et lui, il choisit de terminer comme ça son étude avec quelque chose de très véhément. Voilà, vous savez tout du piano. Merci beaucoup, François.